Je ne sais pas pour vous, mais personnellement je suis fatigué, ulcéré d'entendre toujours le même argument concernant le cinéma américain. Le cinéma américain ne produirait que des films d'action avec des courses-poursuites et des explosions à la Fast and Furious, ou alors il ne produit que des films de super-héros à la Avengers, DC, etc., etc. Eh bien, face à ce genre d'argument, j'adore sortir ma petite carte Joker, le studio A24. Un petit studio qui a popé il y a une petite dizaine d'années et qui produit, au minimum, je dirais, d'excellents films. C'est quand même à ce studio principalement qu'on doit les films de Robert Eggers, comme par exemple The Witch, Northman ou encore The Lighthouse, l'excellent The Lighthouse. Et bien rien que pour cette année, entre janvier et avril, le studio A24 aura produit deux films ambitieux, Iron Claw et Civil War, le film dont je vais vous parler. Pour moi, un des films les plus importants, et pas spécialement pour la raison auquel vous vous attendez, car j'ai pu lire beaucoup de commentaires comme quoi Civil War serait quelque part une œuvre dystopique qui annoncerait un futur proche, qui serait prémonitoire concernant l'avenir de l'Amérique. Des arguments que personnellement je ne rejoins pas, mais tout ce que je peux vous dire c'est que Civil War nous donne une belle leçon de cinéma. Et ce serait bien que, justement, les Français prennent un petit peu exemple. Dans cette vidéo, j'ai beaucoup de choses à dire, alors je vais la diviser en deux. Une première partie où je vais situer l'histoire du film, de quoi ça parle, son créateur, enfin qui est derrière. Je vais également relever tous les points qui m'ont marqué, la mise en scène, l'esthétique, la musique, l'acting, tout ça. Et je vais également relever, on va dire, son impact politique, car il y a quelque chose à prendre en compte, c'est notre avis personnel, notre prisme, notre biais très français. Un prisme politique et sociétal à des années-lumière de celui qu'on a aux États-Unis. Car rappelez-vous, pour le gros de ceux qui regardent cette vidéo, vous êtes des Français, avec un mindset de Français. Et qu'importe notre niveau d'américanisation, moi j'assume carrément que je suis américanisé jusqu'à l'os, en termes de fringues, en termes de goût, en termes de bouffe même. Même si ne vous inquiétez pas, je suis un fervent défenseur de notre patrimoine et surtout notre patrimoine culinaire. Qu'importe notre niveau d'américanisation, on reste à des années-lumière, à des galaxies, du mindset général qu'on a aux États-Unis, du côté américain. Et malheureusement, beaucoup de critiques se sont fait un petit peu avoir par un biais cognitif purement français concernant l'analyse, les niveaux de lecture que propose Civil War. Comme toujours, du côté français, on a cherché à surpolitiser le film en question, alors que si on se met dans le mindset et de l'angle purement américain, on s'aperçoit qu'on a affaire à une pure fiction. Mais une fiction qui fout la trouille, c'est vrai. Car on peut dire que, concernant les films post-apo, les dystopies, une invasion de zombies ou un virus ultra mortel, c'est presque un conte de fées comparé à ce qu'on peut voir dans Civil War. Donc ça c'est pour la première partie, je vais parler brièvement du film, etc., du contexte, et ensuite, en deuxième partie, je vais commencer à spoiler parce qu'il faut vraiment que je parle, que je vide mon sac concernant certaines scènes qui m'ont greffé au siège, littéralement, et j'ai envie de parler de nombreuses scènes qui resteront greffées dans mon subconscient jusqu'à la fin de mes jours. J'espère que vous êtes installés confortablement, c'est parti pour cette critique de Civil War. Civil War est un film de guerre dystopique écrit et réalisé par Alex Garland. Ce film met en vedette Kristen Dunst, Wagner Moura, Cal Ispani et Stephen McKinley. Son intrigue suit une équipe de journalistes de guerre qui voyagent à travers les États-Unis au cours de cette guerre civile américaine qui s'intensifie rapidement et qui a littéralement englouti le pays. Concernant le casting, je vais en parler, vous inquiétez pas, mais avant tout, il faut que je vous parle d'Alex Garland. Qui est Alex Garland ? Pour beaucoup d'entre vous, vous le connaissez principalement pour ses films, les films qu'il a réalisés ces dernières années, Ex Machina, Annihilation ou encore Men. Et moi personnellement je le connais pas vraiment pour ses films, je le connais surtout pour ses scénarios, car avant d'être un réalisateur, Alex Garland était un écrivain et un scénariste. C'est lui notamment qui écrit le livre La Plage, qui a été adapté très vite par Danny Boyle. D'ailleurs, Alex Garland a retravaillé son bouquin pour proposer un script qui colle à la vision de Danny Boyle. Ces deux créateurs se complètent parfaitement, et ils se complètent tellement qu'ils auront tourné également ensemble, notamment pour 28 jours plus tard et Sunshine, où là aussi Alex Garland a travaillé en tant que scénariste. Mais chose que vous savez un peu moins, c'est que Alex Garland a travaillé sur le scénario de Dredd, cet excellent film dystopique dont je vous rabâche les oreilles dès que j'en ai l'occasion. Si vous n'avez pas encore vu Dredd, matez-le d'urgence. Non, c'est non négociable, tous ceux à qui je l'ai conseillé, ils ont adoré. Alors pourquoi Alex Garland retient mon attention concernant Civil War ? Car j'ai entendu parler de ce film bien avant que les premières bandes annonces commencent à fleurir sur internet. Parce que quand j'ai lu sur je ne sais plus quel article qu'Alex Garland allait adapter une espèce de film dystopique qui met en scène une guerre civile sur le sol américain, j'ai tout de suite dit banco. Pourquoi c'est captivant ? Eh bien parce qu'Alex Garland, on lui doit le film post-apocalyptique avec des contaminés infectés 28 jours plus tard, et on lui doit bien évidemment ce film dystopique qui est Dredd. Donc, quand on voit la qualité de ces deux films, quand on voit la qualité de ces scénarios, et qu'on imagine Alex Garland aux commandes d'un film au potentiel aussi délirant que Civil War, à savoir une guerre civile américaine sur son propre sol, wow, franchement ça donne envie. Et Alex Garland, il a la brillante idée de mettre en avant non pas des civils ou des soldats pris dans la torpeur de la guerre,
mais des journalistes de guerre. Et ce film rend d'ailleurs hommage à cette profession ultra noble que sont les journalistes de guerre, parce que, bon, contrairement à certains journalistes bien tranquilles au chaud sur les plateaux télé, qui refont le monde, etc., les journalistes de guerre, c'est des gens qui vont sur le terrain, qui sont au front, qui sont avec les soldats, qui prennent des risques, qui risquent de se prendre une balle perdue, de se faire arracher la tronche à coups de shrapnel, de se faire choper par des terroristes, par des soldats, je sais pas quoi, ils risquent de se faire torturer. Bref, être journaliste de guerre, c'est un truc de dingue. Et rares sont les films à avoir autant mis en avant une profession aussi honorable. Et la chose qui est très bien montrée, c'est que les journalistes mis en scène dans ce film, à savoir le casting dont j'ai parlé au début, eh bien ces journalistes sont montrés dans leur humanité la plus totale. On n'a pas affaire ici à un film moralisateur, ultra cliché, mélo, quoi que ce soit. Non, c'est un film qui dépeint la réalité. Et on voit ces journalistes dans ce monde réel qui font rien d'autre que prendre sur le vif des événements juste dramatiques et chaotiques. Ils ne prennent aucun parti, ils ne choisissent aucun camp, ils relayent la réalité tout simplement. Ce qui est bien avec Civil War, c'est que c'est un film qui est assez avare en termes d'informations. Le film ne démarre pas, vous savez, avec une espèce de carton qui explique qu'en l'an 2025, les États-Unis sont divisés en plusieurs fractions, patati patata. Le président fait sécession avec le gros des États pour créer son propre... Non, on démarre direct avec un discours du président. On comprend que le président est en place, bien implanté, il en a son 3e mandat et il compte pas lâcher l'affaire. Et le truc, c'est qu'il y a plusieurs États qui s'insurgent par rapport à sa prise de pouvoir. Et l'État du Texas et de Californie se sont alliés ensemble pour monter à Washington, pour le dégager, pour reprendre le contrôle. Et rien que ça, déjà le concept de Californie et de Texas qui s'allient ensemble pour virer un président, est dans la pure science-fiction, mais ça va échapper au gros des cinéphiles et des analystes français. Attention, je m'improvise pas expert en géopolitique internationale, c'est pas ce que je veux dire. Mais certains, je pense, ont manqué cette subtilité dont je vais parler un peu après. Comme vous voyez sur cette carte, les États en bleu, c'est les États loyalistes dirigés par le président. New York, Washington, Chicago, bref, tout le centre des États-Unis. On peut y comptabiliser également l'Alaska et Hawaï. En jaune, la nouvelle armée qui occupe principalement la partie nord-ouest. On peut comptabiliser l'Alliance de Floride, qui compte bien évidemment la Géorgie et les États du Sud. Et puis on a les forces occidentales, donc le Texas et la Californie. Si les États-Unis est un pays bien évidemment gigantesque, un véritable continent, l'histoire du film se déroulera principalement qu'entre la ville de New York et Washington, parce que notre équipe de journalistes veulent monter de New York à Washington pour couvrir les événements, car les armées du Texas et de la Californie convergent vers Washington pour un ultime affrontement, et les journalistes veulent couvrir l'événement, malgré les dangers qui sont bien présents, étant donné que les soldats en place, les soldats des États loyalistes, ont pour ordre de tirer à vue sur les journaleux qui se pointent à Washington. Le truc, c'est que ces journalistes de guerre, qui sont quand même des vétérans, qui ont été sur des théâtres d'opération, par exemple le personnage de Kristen Dunst, elle a des souvenirs de ce qu'elle a vu dans certains pays chauds, où elle a vu des gens se faire massacrer, se faire brûler vifs, se faire buter, etc. Ces gens-là, ils ont quand même une certaine forme de... Enfin, ils ont vu des trucs, ils ont vu des folies, ces journalistes dont on parle, enfin les personnages principaux. Mais le truc, c'est qu'il y a une jeune femme journaliste en herbe qui admire le personnage de Kristen Dunst, qui va s'affilier à eux pour apprendre le métier, la réalité du métier. Et tous les trois vont donc parcourir cette courte zone entre New York et Washington, et vont voir des folies dont je vais parler dans la zone de spoiler. Concernant le côté cinéma, photographie, mise en scène, c'est super propre, c'est super carré. Pour un film avec 50 millions de dollars, franchement, ils ont fait des miracles, ne serait-ce que pendant les scènes de combat urbain. Chose qu'il faut noter, juste, je préviens, si vous avez des acouphènes, évitez d'aller voir ce film, parce que les coups de feu sonnent plus vrais que nature. En fait, ils sont juste réels, parce que, d'après ce que j'ai lu dans les interviews, tous les armes qui étaient utilisées, les AR-15, tout ça, ils tiraient avec des balles à blanc. Donc c'est comme s'ils tiraient avec des balles réelles, enfin c'est pas des vraies balles qui sortent, mais en gros ça fait le même bruit. Je vous cache pas qu'il y a de nombreux moments où j'ai sursauté, des moments où j'étais à me boucher les oreilles tellement c'était fort, et c'est justement pour renforcer cet aspect réaliste. Donc si vous aimez l'action, vous allez en avoir pour votre argent, c'est moi qui vous le dis. Vous aurez droit à grosso modo 5 scènes, une scène d'attentat juste spectaculaire, vous verrez un mec courir avec son drapeau américain et juste après, boum, c'est la déflagration. 2 autres scènes d'action en soi pas ultra spectaculaires mais ultra stressantes. Et 2 autres scènes d'action qui sont ultra immersives, dont la scène d'action finale, c'est le dernier tiers du film, qui est juste hallucinant. Je m'y attendais pas du tout, quoi. J'avais l'impression d'être en train de jouer à Call of Duty Modern Warfare 2, pour les connaisseurs. Donc au niveau de la technique, de la mise en scène, c'est un super boulot de la part d'Alex Garland, et pour moi c'est peut-être son meilleur film, mais là où pour moi le film se démarque, on va dire, des autres, c'est au niveau de l'acting qui est juste exceptionnel. Au niveau de la musique, parce que ça on n'en parle pas assez, c'est une musique qui est parfaite, il y a des titres qui existent réellement, des musiques américaines, tout ça, il y a aussi une bande-son qui s'imprègne bien à l'histoire, et ce qui est bien, c'est que la musique n'est pas omniprésente, on n'est pas dans un Christopher Nolan, la musique c'est discrète, et de temps en temps on a droit à des sons qui couvrent des passages vraiment, vraiment hardcore, et ça justement c'est pour moi parfait, c'est typiquement le genre de musique qu'il faut mettre dans ce genre de cas de figure. Kristen Dunst, excusez-moi, bon, Kristen, elle fait son boulot, elle est très bien dans son rôle, même si en soi elle n'est pas non plus ultra transcendante, mais c'est son rôle qui le veut, c'est une nana qui est
qui est rompue au métier de journaliste de guerre, elle a vu des folies, des dingueries, elle est revenue de tout, elle a vu tellement de choses qu'elle en est presque désabusée, comme on va dire vaccinée de toutes ces horreurs. Donc elle a un rôle, on va dire, très placide, très monolithique. Cet acteur-là, excusez-moi, j'ai peur d'écorcher son nom, donc je préfère me taire, mais un acteur que je me souviens de son rôle dans Fence, sous-côté Fence, et dans Lady Bird, très bon acteur également, là aussi pareil, excellent, enfin super boulot. Il joue un vieux journaliste, bon, qui est en surpoids, qui a du mal à se déplacer, mais qui connaît la vie, qui connaît le monde réel, qui connaît la dangerosité de ce genre de cas de figure, parce que ces journalistes prennent le risque d'aller à Washington, donc c'est lui au départ qui est en mode voix de la raison, non mais les gars on va pas y aller, c'est trop dangereux, mais bon, les autres ils veulent y aller, et ils les accompagnent par fidélité, par loyauté. Et surtout, on a cet acteur Wagner Moura, que vous connaissez pour beaucoup via son rôle dans Narcos. Moi, personnellement, je l'ai découvert dans ces deux films excellents, ces deux films brésiliens que sont Troupes d'élite. Enfin, film juste excellent. Et ce qui est intéressant avec Wagner Moura, c'est que Moura, il m'a jamais déçu dans tous ses rôles. Et son rôle dans Civil War est complètement à l'opposé de ce qu'on a pu voir dans Troupes d'élite. Dans Troupes d'élite, il joue un soldat, tête brûlée, qui a peur de rien, qui est vraiment radical. Et là, ici, on a affaire à un mec normal qui, certes, a vu des folies sur les théâtres d'opération, sur des théâtres de guerre, mais qui reste humain profondément. Et j'ai rarement vu le traitement d'un personnage traité de façon aussi réaliste. Et ça, je vais en parler dans la zone spoiler, parce que pour moi, Wagner Moura, il y a 3 moments où j'estime que franchement il mérite l'Oscar. Et pourtant, je suis pas du tout un fan, un amateur des personnages, vous savez, qui s'énervent, qui poussent des cris, des trucs comme ça, mais là c'était tellement réaliste, tellement crédible, tellement foudroyant de réalité que j'ai pas pu m'empêcher. Enfin, j'ai été greffé au siège quand j'ai vu par rapport à son jeu, mais ça j'en parlerai, comme j'ai dit, dans la zone spoiler. Une dernière chose à dire avant que je commence à rentrer dans les spoils, je veux rassurer les droitards comme les gauchistes. Non, ce n'est pas un film de droite. Non, ce n'est pas un film de gauche, parce que j'ai pu lire beaucoup de commentaires où des droitards avaient peur que le film tape sur Trump de façon manichéenne, en mode « Ah là là, Trump, les républicains, tout ce bordel, c'est à cause de machin ». Et du côté gauche, beaucoup s'imaginaient que le film, justement, allait être pro-Trump, allait montrer, comment dire, les démocrates, Biden, tout ça. Ils allaient faire une sorte de synthèse, on va dire, en mode critique des démocrates, comme quoi tout ce bordel, c'est à cause d'eux. Non, on est dans un film américain. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, les films hollywoodiens, c'est des trucs débiles, manichéens, etc., parce que vous avez comme référence des films comme American Nightmare. Le gros des films américains, c'est pas ça, je suis désolé. Le gros des films américains, quand vous creusez un peu, ils sont apolitiques. Et je rappelle à ceux qui vont me dire que le cinéma américain hollywoodien produit énormément de films woke, donc des films orientés, juste pour votre information, pour un film woke, progressiste, machin, derrière on a 10 films qui sont pro-flics, pro-patriotes, pro, on va dire, famille, etc. Malheureusement, c'est le biais cognitif des gens, c'est qu'on a tendance à toujours voir les choses qui nous arrangent plutôt que la réalité. Et ça, c'est un biais cognitif auquel il faut faire très attention. Or, le film, justement, est très intelligent à ce niveau-là. C'est un film neutre, qui prend ni parti pour les républicains, ni pour les démocrates, ni pour Biden, ni pour Trump. C'est un film qui se veut simplement factuel concernant une réalité horrible, à savoir une guerre civile potentielle, même si, personnellement, je ne crois pas à une quelconque guerre civile aux États-Unis. Je crois davantage à une guerre civile potentielle en Europe ou dans des coins comme ça, parce que aux États-Unis, après je me trompe peut-être, attention, j'ai pas la science infuse, mais les États-Unis, j'ai du mal à les imaginer partir dans une guerre civile, même si je sais que certains vont me dire « Oui, mais il a gardé sécession, c'était une guerre civile ». C'était il y a 200 ans, les gars, on a changé de monde, on a changé d'époque, et là on parle d'un pays, je veux dire, on parle de la première puissance mondiale, qui a qui est au top du top concernant l'armement, les moyens de communication, les moyens de surveillance, de tout ce que vous voulez, en termes d'infrastructure, en termes de logistique, ils sont au top du top. Et surtout, la grande différence qu'il y a entre les Américains et le reste du monde, enfin le reste du monde occidental presque, j'ai envie de dire, c'est que les Américains sont unis. Littéralement. Tous les Américains que j'ai rencontrés, qu'importe leur classe sociale, qu'importe leurs origines, ils font qu'un. Ils aiment leur pays, ils sont patriotes, même si, bien évidemment, certains peuvent avoir, une espèce de dent contre le passé américain, sur son passif, etc. Les Américains ont une grosse différence avec nous, c'est que eux, ils vont de l'avant. Ils voient qu'une seule direction, c'est celle qu'il y a en face. Donc c'est-à-dire qu'eux, ils ne sont pas constamment l'œil dans le rétroviseur dans le passé, contrairement à nous, les Français, où on est constamment obligé de sans arrêt regarder derrière nous, parce qu'on est complexé à l'idée d'aller de l'avant, d'aller dans le futur, d'imaginer un futur possible qui s'émancipe complètement de notre histoire. C'est impossible pour bon nombre de Français, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on stagne autant dans tant de domaines. Or, les Américains, ils se posent pas de questions, parce que ça aussi, l'argument qui m'insupporte, c'est on dit tout le temps « les Américains, ils ont pas d'histoire ». Bah oui, je veux dire, c'est logique, le pays, il existe depuis quoi, 300 ans. Évidemment qu'ils n'ont pas une histoire riche comme la nôtre. Et justement, la différence entre eux et nous, c'est que comme ils n'ont pas d'histoire, ils ont moins, de complexe à être focus vers ce qu'il y a devant. Donc c'est pour ça qu'eux, ils sont au top concernant, la conquête spatiale, le progrès technique, etc., la technologie. Bref, vous m'avez compris.
Mais ça, c'est malheureusement un biais cognitif français, c'est le côté cocorico, c'est plus fort que nous, c'est le côté chauvin, faut qu'on critique les Américains, bon, c'est comme ça, mais quoi qu'il en soit, les Américains, de ceux que j'ai rencontrés, ils sont liés, ils ont une fraternité qui est bien plus profonde, bien plus palpable que bon nombre, j'ai remarqué, de Français à l'étranger, de ce genre de choses. Enfin, les Américains ont réellement cette fraternité en eux. Je dis pas que tout est parfait, attention, là c'est aussi mon avis personnel, mais vous voyez, quand il y a l'hymne américain, tout le monde se met debout, quand il y a le Super Bowl et qu'il y a la chanson, etc. Afro-américain, américain d'origine asiate, américain d'origine européenne, tout le monde se met debout, la main sur le cœur, basta, quoi, vous m'avez compris. Et là où Alex Garland a fait très fort, c'est faire en sorte de faire allier, de mettre, de mixer des pays aussi opposés, enfin des régions, des États aussi opposés que la Californie et le Texas. Parce que, sans rentrer dans les détails, la Californie et le Texas, pour les Américains, c'est juste, c'est l'antithèse absolue. Pour grossir le trait, pour le gros d'entre nous qui connaissent un petit peu l'histoire américaine, un petit peu la pop culture américaine, quand vous pensez à la Californie, à quoi vous pensez? Vous pensez au surf et à Hollywood, d'accord, mais on peut penser également au progressisme, au wokisme, à la Silicon Valley, à tous ces trucs-là. Donc c'est un État qui est plutôt porté très à gauche. Or, quand vous pensez au Texas, à quoi vous pensez? Vous pensez aux cow-boys, vous pensez au pétrole, vous pensez au mur avec le Mexique, vous pensez aux mecs qui font des rodéos, des trucs comme ça. C'est une Amérique qui est conservatrice. Et faire allier ces deux États-là qui sont justement les plus opposés. Alors, en soi, ils sont pas opposés en termes de climat parce que c'est deux coins où il fait chaud, mais c'est, c'est du point de vue politique, ces deux États qui sont, c'est le jour et la nuit. Et c'était super pertinent de faire en sorte qu'ils soient alliés tous les deux, parce que c'est ça le thème du film, c'est que les forces occidentales veulent monter à Washington pour dégager, pour en finir avec les forces loyalistes. Et nos journalistes veulent y aller pour couvrir l'événement. Et justement, il est temps qu'on rentre dans les zones spoilers, c'est bon, j'ai fini, mais grosso modo, j'espère avoir apporté un maximum d'informations, un maximum de détails. C'est pour que vous soyez préparés psychologiquement à aller voir ce truc, enfin pour que vous soyez, on va dire, pour que vous ayez quelques bases. Je pense avoir été assez pertinent sur ce sujet. Allez, c'est parti pour la suite de cette vidéo, pour la zone de spoiler. C'est parti, let's go. Attendez. Si vous êtes arrivé jusque-là dans cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Merci, ça aide la chaîne. C'est sympa. Alors, je vais dire à la volée, grosso modo, ce qui m'a plu. Alors, je vais commencer par l'acting. Acting juste excellent, et notamment de Wagner Moura. Wagner Moura, ici, nous a livré une performance de dingue. Il y a un passage... En fait, je vais spoiler sans spoiler, parce qu'en gros, il y a des passages où j'ai vraiment pas trop envie d'en dire, parce que je vais vous laisser la surprise, mais je vais au moins... je vais quand même spoiler la grosse scène finale, un peu plus vers la fin, mais juste... Si jamais pour ceux qui veulent, qu'on continue la vidéo, qui veulent pas trop être spoilés, mais qui sont arrivés là quand même, vous avez juste à savoir un truc, c'est que Wagner Moura ici nous livre une performance de dingue. Parce qu'il y a un passage où lui et son équipe de journalistes sont à ça de se faire buter. Ils ont vu deux de leurs potes se faire flinguer à bout portant à proximité d'une fosse commune. Ils sont sauvés in extremis. Et vous avez ce plan où donc vous avez le gars qui conduit, Kristen Dunst qui se pose devant à côté du conducteur. Et à l'arrière, il y a Wagner Moura et la gamine. La gamine, elle vient de voir ses premiers morts. Et Wagner Moura, il vient de comprendre, enfin le personnage de Wagner Moura a compris qu'ils étaient à ça de se faire buter. Et les deux sont en état de choc. Et cette scène, juste fantastique, où on voit la meuf, la jeune, la gamine, en train d'hurler de terreur par rapport à ce qu'elle a vu. Donc ils sont à l'arrière, la bagnole fonce. Ce qui est génial aussi, c'est qu'il n'y a pas de musique. Vous avez Wagner Moura qui regarde la gamine. Ils sont en train d'hurler tous les deux. Vous avez Wagner Moura qui échange un regard avec la fille, ils sont en état de choc, en état de panique, et Wagner Moura produit un truc de dingue que j'ai encore quasiment jamais vu, et pourtant je vous le dis, je suis pas un grand fan des acteurs qui hurlent, etc. Mais là, comme il y a un son par-dessus, on ne l'entend pas crier, mais j'étais greffé à mon siège de terreur parce que je me voyais en lui, je suis sûr que j'aurais eu la même réaction de lui, je suis sûr que j'aurais eu la même réaction de ce mec, je sais que j'aurais eu la même réaction de ce mec, j'aurais pissé dans mon froc, j'aurais eu cette réaction. Vous avez Wagner Moura qui hurle et qui pleure en même temps. Et c'est terrifiant parce que c'est quelque chose de réaliste. On est à des années-lumière de ce qu'on voit d'habitude dans les films, les héros taciturnes, qui encaissent, qui bronchent pas. Non, là c'est une réaction purement réaliste. Le mec il a compris que lui et ses potes allaient se faire crever, il a encore du mal à réaliser qu'il a survécu, et il y a tout qui sort. Il hurle et il pleure en même temps. Et c'est incroyable, d'autant plus que en termes d'acting, d'autant plus que Wagner Moura, comme je l'ai dit, il a tout joué, notamment son personnage de Nascimento, où il joue un gars qui est vraiment radical, sans pitié, qui est dur, qui est endurci. Enfin, bref, c'est l'opposé total. Et donc, incroyable de la part de Wagner Moura de nous produire un rôle pareil, un rôle aussi opposé. Et ce passage donc où il hurle et il pleure en même temps, mais ça m'a terrifié de réalisme. Il y a un autre passage où il rejoint donc ils rejoignent les forces occidentales qui montent vers Washington. Donc il y a tous les tanks, les hélicoptères, les Hummers, ça qui se pointent pour converger vers Washington. Et il y a ce plan où on voit Wagner Moura qui s'isole, qui est avec sa clope, et qui
qui hurle pendant que les tanks sont en train de rouler, donc on ne l'entend pas hurler, mais on le voit en état de choc, toujours, en fait, il est en train d'exorciser ce qu'il a vu, 3 de ses potes qui sont morts, enfin, il a vu des trucs de dingue, donc il exorcise ça en hurlant dans sa clope, il est juste, mais foudroyant d'humanité, et il y a cet autre plan où il y a Kristen Dunst qui est en train de nettoyer le sang dans la bagnole, elle est en train de tout nettoyer, ça ruisselle de partout, il y a le bruit des hélicoptères, des rotors, donc on n'entend pas de musique, rien, et donc pendant qu'elle est en train de nettoyer, elle est dépitée, elle est en train de faire ça, et elle relève la tête et elle voit Wagner Moura qui est de l'autre côté de la bagnole et qui la regarde. Et leur regard veut tout dire. Leur regard dit absolument tout sur ce qu'ils ont vu, sur ce qu'ils ressentent. Et c'est de l'acting juste parfait. Là maintenant, je vais vraiment commencer à spoiler dans le dur. Attention, c'est la scène finale qui dure au moins 20 minutes d'action pure, où en gros les journalistes arrivent enfin dans le concret, à savoir la prise de Washington. Washington se fait prendre d'assaut, vous vous rendez compte? Et surtout, Washington est la Maison Blanche. Vous avez les forces donc de Californie et de Texas qui débarquent en masse, ils défoncent tout, ils déglinguent tous les soldats loyalistes qui traînent dans leurs bunkers, tout ça, ils se font exploser par les hélicoptères, les Hummers, les tanks, tout ça. Ils arrivent dans la Maison Blanche, ils dégomment les bagnoles du vice-président qui essaie de se barrer en loose day avec leur limousine blindée, tout ça, c'est vraiment impressionnant, vous les voyez tirer à la calibre 50 sur les bagnoles je veux dire les bagnoles présidentielles surprotégées, surblindées, ça traverse pas les vides, tout ça, et dès que la vice-présidente elle sort, elle se fait flinguer, elle se fait fusiller par les soldats sans sommation, sans rien, ça rappelle un peu l'épisode Ceausescu qui a eu lieu pendant les années 80-90 je crois, et après, les journalistes rentrent dans le bureau ovale, dans la Maison Blanche. Alors pareil, il y a encore une bataille acharnée, soldats versus garde du corps du président. La porte-parole du président se fait fumer alors qu'elle essaye de négocier, elle se fait déglinguer par une des soldats sans pitié. Et malheureusement, il y a pour moi la scène de trop. C'est la mise à mort de Kristen Dunst, car elle se fait buter en voulant protéger la petite jeune, qui pour moi, franchement, est de trop. Cette actrice aurait pas dû être là. Enfin, elle joue très bien, elle est parfaite. Hein. Quand par exemple, elle est en état de choc, elle aussi, elle se met à vomir dans la bagnole. Elle est comme ça. Il y a tout qui sort parce qu'elle a vu trop de morts, elle a vu trop de folie. Et dès que le corps, en fait, dès qu'il reprend un peu ses esprits, il y a tout qui sort. Elle joue super bien, mais son personnage était de trop, je trouve. Il aurait mieux fallu se focus sur les journaleux, donc la team Kristen Dunst, Wagner Moura, tout ça. Mais bref, c'est mon avis. Et donc, à ce plan où Kristen Dunst protège la fille parce qu'elle a ça de se faire flinguer par des gardes du corps parce qu'elle est en plein dedans, elle veut prendre en photo tous les événements, tout ce qui se passe, et Kristen Dunst tombe sous les balles, et au même moment, l'autre, elle la prend en photo pendant qu'elle tombe, et j'ai trouvé ça grotesque, j'ai trouvé ça un peu gros, un peu trop mélo, et c'était pour moi, on va dire, le seul bémol de ce film. Et juste après, on a ce passage où ils rentrent dans le bureau ovale, ils sortent le président dessous le bureau, et ils le fusillent. Ils le butent, ils butent le président, quoi. Franchement, mais respect, quoi. Montrer ça dans un film de cinéma, c'est dingue. Je sais que le cinéma américain a déjà montré ça, notamment dans Shoot 'em Up, mais c'était un film d'action qui se prenait pas trop au sérieux. Là, on parle d'un film, quand même, qui est quand même sérieux, quoi, qui est quand même mature. Et il fallait oser, chose qu'on ne verra jamais en France. Ce niveau de maturité, c'est un truc de dingue, et c'est pour ça que j'ai honte quand je regarde les films français. Par exemple, dernièrement, on m'a survendu Le règne animal, on m'a expliqué que c'était un grand film, très profond, machin, mais alors que c'était juste un film de science-fiction bas de gamme, interminable et infantilisant au possible. Ce genre de film n'a aucune chance d'exister dans le cinéma américain, parce que les Américains sont beaucoup trop adultes et matures dans leur tête pour accepter un truc pareil. Et je sais que ce que je peux dire, ça peut choquer, parce qu'on se fout des Américains comme quoi c'est des tarés, je veux dire, qui sont hystériques, alors que les gars, on est vraiment les derniers à donner des leçons sur ce terrain-là, quoi. Comme autre scène que je peux spoiler, il y en a d'autres, mais je veux vraiment vous laisser découvrir ou redécouvrir ce film, car c'est un film c'est pas un film qu'on verra une seule fois dans notre vie, quoi. Moi, je le reverrai. C'est le genre de film qu'on doit revoir plusieurs fois. Même si on n'a pas aimé, j'estime qu'on doit lui redonner sa chance, car c'est un film tellement factuel, qui est tellement ancré dans une espèce de réalité parallèle, parce que, encore une fois, je le dis, moi, j'y crois pas du tout à une potentielle guerre civile. S'il devait y avoir une guerre civile, ça aurait déjà eu lieu depuis un petit moment. Je pense même s'il y a des échos comme quoi des États veulent faire sécession, machin, etc. Mais ça, c'est pas d'hier qu'on entend parler de ça. Ça fait un moment déjà que le Texas, ou je sais plus quel État, veut s'isoler, les libertariens, tout ça. Mais on parle d'un État, on parle de la première puissance mondiale, quoi. On n'est pas dans une république bananière ou un truc dans le genre, ça va pas se faire comme ça en un claquement de doigts. On parle d'un pays, je veux dire, qui produit un niveau de richesse qui est juste incommensurable avec ce que nous on produit. Donc on n'est pas dans un film de science-fiction, les gars, c'est du cinéma ce qu'on vient de voir. Moi, j'y crois pas, en tout cas, en ce qui concerne les sécessions, les machins. Après, je dis ça se trouve, la vidéo va être en ligne, on va apprendre qu'il va y avoir, je ne sais pas quel état de l'Oregon qui va avoir fait sécession totalement, qui aura mis des bunkers et des miradors autour de sa frontière, j'aurais bien l'air fin, mais grosso modo, moi, j'y crois pas. Et c'était bien, justement, cet aspect fiction ultra réaliste auquel, vraiment, on adhère, auquel on croit totalement. Et ce qui est aussi réaliste, c'est qu'on a beau être dans un monde, dans une guerre civile générale,
pour autant, c'est pas non plus la ruine absolue. Oui, il y a des, il y a des pénuries de flotte, des pénuries de bouffe, des pénuries d'électricité. De temps en temps, il y a quelques blackouts, par exemple, personne n'ose prendre l'ascenseur parce qu'ils ont peur de se retrouver keblo. Mais c'est encore, on va dire, un peu fonctionnel, un minimum. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des villes qui vivent presque en autonomie, qui vivent dans leur coin, dans leur bulle. Ils veulent pas prendre parti vis-à-vis du conflit en général. Ils veulent pas prendre parti pour l'un ou l'autre. Ils veulent vivre dans leur monde, dans leur ville, dans leurs habitudes. Ils veulent pas qu'on les emmerde. Et ça, j'ai trouvé ça pertinent, réaliste. C'est ce qui fait que ce film est vraiment réussi, c'est qu'il n'est pas manichéen. Il ne prend ni parti pour l'un ou pour l'autre, ni pour plusieurs. Il montre une réalité potentielle, factuelle. Rappelez-vous que ce film est tiré d'un écrivain, donc c'est pas n'importe quoi. Je veux dire, c'est quand vous cumulez le talent de l'écriture et de la photographie, de la mise en scène, etc. Alors là, vous pouvez obtenir qu'un quasi chef-d'œuvre. Et pour moi, Civil War, j'ai pas envie de réagir trop à chaud, mais je pense qu'il... je sais pas si je peux dire que c'est un chef-d'œuvre, mais en tout cas, il fait partie, sans aucun doute, des meilleurs films de l'année. J'attends avec le recul, parce que de temps en temps, il faut revoir un film pour vraiment prendre en compte d'autres éléments. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, à l'instant T, pour moi, c'est un très 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 grand film. Peut-être pas un chef-d'œuvre, mais s'il y a un film à voir en ce moment, c'est celui-là. Je pourrais encore dire des tas de choses sur ce film, mais je pense que je vais m'arrêter là, j'en ai assez dit. Je vais pas vous embêter davantage, mais croyez-moi, je pourrais dire encore des tas de choses, notamment sur le différentiel Amérique, France, notre vision de la guerre civile, notre vision de la politique, etc., car on est vraiment dans deux galaxies différentes, et c'est intéressant, c'est vraiment super intéressant, et c'est tout. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout les amis, si vous kiffez le format et que vous me découvrez, n'hésitez pas à checker mes autres vidéos, et pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, merci pour votre confiance les gars, on a passé les 10 000 abonnés, on arrive bientôt aux 10 200, tout ça c'est grâce à vous, donc je vous remercie infiniment, la FAQ sort prochainement, et merci infiniment à vous toutes et à tous, et si vous avez l'opportunité d'aller voir Civil War, vous privez surtout pas. Plein de bisous à tous, prenez bien soin de vous, c'est le plus important, ciao.